Vous, Alexandre Dumas, est-ce que vous êtes jaloux de vous appeler Alexandre Dumas, mais de ne pas être Alexandre Dumas? Bonjour. J'en entends parler depuis toujours. Bonjour. Ah oui, c'est vrai. Vos parents, franchement, là, pourquoi, je veux dire, ils auraient pu se forcer un petit peu, puis, je sais pas, vous appeler Alexandre Jules Dumas, par exemple? Ah, mais c'était intentionnel. Ah, c'était voulu. D'où ce livre qui vient d'arriver. Alors, vous allez nous dire qui était le curé Gravel de Québec. C'est très curieux parce que, honnêtement, moi, je ne le connaissais pas. Et je crois que dans la région de Montréal, très peu de gens, à l'extérieur de Québec ou de la région de Québec, très peu de gens le connaissaient. Alors, on l'a appelé le curé fasciste de Saint-Roch, il a marqué le paysage social de l'entre-deux-guerres. C'est un personnage, ma foi, très, très important là, quand on parcourt votre livre. Qui était-il véritablement? Alors d'abord, c'est un conférencier. C'est quelqu'un qui s'est fait connaître partout au Québec pour ses talents d'orateur, un conférencier nationaliste, ultranationaliste, mais aussi un acteur très important du milieu syndical dans l'industrie minière, surtout à Thetford Mines et dans les environs. Et c'était, bon, vous dites c'est un grand orateur, ses admirateurs, c'était qui? Est-ce qu'il prêchait en chair? Qu'est-ce que c'est? Qui allait le voir? En chair, évidemment, mais à l'extérieur aussi, parce qu'il y a des conférences partout, dans la région de Québec, dans Mauricie, au Saguenay, à Montréal, à l'occasion. Très populaire, surtout autour de la jeune génération. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les jeunes qui ne voulaient pas aller se battre en Europe, ce sont tous des disciples de l'abbé Gravel. Il était contre la conscription, hein, c'est ça, ouvertement. Contre toute participation du Canada à la Seconde Guerre mondiale. C'est une guerre européenne qui ne concernait absolument pas le Canada. Et il serait très en vogue aujourd'hui. Oui, oui. Il voterait pas Stephen Harper? Non, certainement pas. Okay. Mais non, il serait pas populaire aujourd'hui. Absolument pas. Est-ce que c'est vrai qu'il se servait de ses discours, entre autres, pour faire concurrence à ses adversaires puis vider leur salle? Oui, absolument. En campagne électorale, surtout. Par exemple, en 1935, campagne électorale, il y a un ministre qui se rend à Thetford Mines pour donner une assemblée politique et qui loue une salle. Et l'abbé Gravel décide d'aller faire une conférence, lui aussi, à l'extérieur, donc juste devant la salle. Et résultat, il y a 2000 personnes qui vont aller entendre l'abbé Gravel. Et le ministre, lui, va être devant 50, 60 personnes. Et humilié, il va refuser de parler. Ah oui? Mais lui, il arrivait, comme il a été chassé, il était un petit peu en guerre aussi avec l'Église, donc l'Église le boudait, mais lui a trouvé des façons pour continuer à s'exprimer et étrangement, même à distance, les gens, et pourtant à l'époque, je veux dire, il n'y avait pas une automobile ou les moyens de transport qu'on a aujourd'hui, les gens le suivaient. Les gens le suivaient, mais il y avait une réputation assez grande pour que même localement, les gens veuillent aller l'écouter. Quand il allait se rendre dans une région éloignée, on l'annonçait dans les journaux, l'abbé Gravel va être avec nous, par exemple, à la Saint-Jean-Baptiste, et vraiment, les gens se rendaient pour l'entendre parler de nationalisme, de syndicalisme. Quand on parle de grand orateur, est-ce qu'on peut parler de quelqu'un de la même école que Pierre Bourgault, par exemple, des gens qui arrivaient, je veux dire, à mettre les foules dans leurs mains et tout. Est-ce qu'on peut parler du même genre d'homme? Sur le plan des idées, pas du tout. Mais c'est quelqu'un, effectivement, qui pouvait tenir une foule dans le creux de sa main pendant 2 heures. Encore les idées, pas toutes peut-être, mais certaines idées certainement de nationalisme, de pays. Il y avait quand même ce côté-là chez lui. Il y avait ce côté-là. C'était quelqu'un qui était pour l'indépendance du Québec. Mais dans les années 60, il va dire, justement, avec un communiste comme Bourgault, on est aussi bien de rester une province canadienne. Ça, c'est un paradoxe chez lui, hein? Oui, Jean, vous voulez poser une question? Moi, j'aime beaucoup l'histoire, mais j'ai jamais entendu parler de cet homme. Hein? Pourquoi? Eh bien, justement, c'est quelqu'un qui a vécu très longtemps, qui a vécu jusqu'à la Révolution tranquille. C'était un détracteur de la Révolution tranquille, quelqu'un qui a contesté beaucoup ce qui s'est passé dans les années 60. Et les gens qui ont remis en question la Révolution tranquille, les politiciens, les intellectuels conservateurs, ne sont pas passés à l'histoire. Ceux dont on parle, ce sont les acteurs de la Révolution tranquille, les précurseurs de la Révolution tranquille. Ceux qui l'ont contesté sont tombés généralement dans l'oubli collectif. Mais lui, il écrivait pas. Il n'a pas laissé beaucoup d'écrits aussi. Ça contribue au fait qu'on le connaît peu. Oui, absolument. Il a écrit aucun livre. Il écrivait souvent des articles de journaux sous pseudonyme, donc une autre raison de ne pas s'en souvenir. Mais c'est quelqu'un qui a très peu écrit, c'est quelqu'un qui parlait. Mais là, vous disiez, c'est un anticommuniste, je veux dire, il n'y a rien qui l'arrêtait, mais en même temps, c'est lui qui radicalisait les travailleurs de l'industrie minière, qui portait les syndicalistes. C'était un paradoxe sur 2 pattes, là, ce monsieur. Oui, absolument. On disait de lui qu'il, justement, il prenait ses idées dans le dictionnaire bolcheviste, qui réclamait des mesures qui étaient socialistes à l'époque. On parle de code du travail, d'allocation familiale, mais qui en même temps refusait totalement le communisme pour des raisons surtout religieuses.
parce que le communisme, évidemment, est athée par définition. Comment il était, son rapport à Duplessis, c'était quoi? Au départ, quelqu'un qui était très critique de lui, parce que Duplessis est arrivé au pouvoir en 1936 avec des pouvoirs avec des promesses qu'il a laissé tomber dès le début de son mandat. Mais une fois de retour au pouvoir en 1944, Gravel est devenu progressivement son admirateur parce qu'il se disait c'est lui le chef national qu'on attendait, celui qui va unir les Canadiens français. Il va peut-être éventuellement les mener à l'indépendance. Ah, donc il croyait ça. Il avait aussi des idées, il a défendu des idées qui, par la suite, sont devenues très, très populaires. Je prends par exemple la nationalisation de l'électricité, l'idée d'indépendance elle-même, là, vous en parliez, il en parlait déjà dans les années 20. Il a parlé des allocations familiales, du code du travail, de l'assurance chômage. Il était excessivement visionnaire et extrêmement visionnaire plutôt. Oui, ironiquement, c'était un précurseur vraiment à son époque, dans les années 20, 30 et peut-être 40, et qui pourtant est devenu un ultra-conservateur dans les années 50 et 60. Donc, quelqu'un vraiment qui a fait le cycle complet. Quand il était dans la paroisse Saint-Roch, parce que, bon, on disait que c'était le curé de Saint-Roch, qu'est-ce qu'il faisait exactement? Justement, c'était qu'un conférencier. Ses collègues lui reprochaient souvent ses absences, de ne pas être disponible à l'Église et de passer trop de temps à aller donner des conférences avec la Société Saint-Jean-Baptiste, les Chevaliers de Colomb, pour toutes les sociétés nationalistes à Québec et dans les environs. Il n'était pas très ami des francs-maçons, j'imagine. Non, c'était quelqu'un qui détestait les francs-maçons. Ils étaient omniprésents dans son discours. Une société occulte qui, selon lui, dirigeait tout au Québec. C'est très étrange. Jean faisait remarquer qu'on le connaissait peu, mais quand on parcourt le livre et qu'on regarde un peu qui il était véritablement, c'était un avant-gardiste dans les années 30, mais dans les années 60-70, c'était quelqu'un de complètement réactionnaire. Aujourd'hui, il serait quelqu'un de complètement réactionnaire. C'est un anticommuniste obsessif. C'est étrange, ça. C'est étrange. En fait, ce qu'il a l'impression, c'est selon lui sa vision de la... Mais lui a pas bougé. En fait, excusez-moi, je vous interromps là, mais lui a pas bougé. C'est la société qui a pivoté. Oui, parce que son nationalisme, qui est à la base de sa théorie, pour lui, la société canadienne-française doit être chrétienne d'abord et avant tout. Et en voyant justement la société qui s'éloignait de l'Église dans les années 50-60, a justement dû modifier son discours. C'est le communisme qui vient détruire l'attachement du Québec pour la religion catholique. Mais en fait, c'était un mouvement qui était... Bon, lui ne faisait pas de politique active, mais c'était un mouvement qui, à l'époque, dans les années 20, 30, était presque général. Si on pense international, en tout cas, et universel. Si on pense à Mussolini, qui était d'abord, je veux dire, ou à Salazar, par exemple, qui étaient d'abord des socialistes qui ont établi, je veux dire, des règles sociales et qui, après ça, ont basculé complètement dans une forme de fascisme. Lui, il était fasciste, finalement. C'est une question très très complexe, celle du fascisme. Je n'emploie pas ce terme pour le décrire. Ah non? Mais quelqu'un qui est très... Pourquoi vous bloquez sur fasciste? Mais disons, c'est un terme qui est tellement attaché à Mussolini et à Hitler que c'est difficile de l'associer à un régime à l'extérieur de ces deux pays. Donc, non. Pas ça, mais il était antisémite? Oui, absolument. Justement parce que, selon lui, le juif, le franc-maçon, c'était tellement intimement lié que s'opposer aux juifs, c'est une façon de s'opposer aux francs-maçons. Oui, non, c'est que lorsqu'on parle de fascisme au Québec dans l'histoire, on pense à Adrien Arcan notamment dans les années 30. Est-ce que le curé Pierre Gravel avait des accointances avec... Non, pas du tout, parce qu'Adrien Arcan, c'était un fasciste fédéraliste, très attaché au Canada, même à la couronne anglaise. Donc, Gravel ne pouvait absolument pas se reconnaître dans le fascisme d'Adrien Arcan. Et bon, cet antisémitisme, est-ce qu'il était près de celui de Lionel Groulx? Pour Lionel Groulx, on a dit que c'était un antisémite, mais évidemment, sur les dizaines de milliers de pages qu'il écrit dans sa vie, il y a peut-être une centaine qui touchent le juif, donc c'est pas du tout important dans son discours. Alors que pour Gravel, le juif est partout par son association au franc-maçon, qui, lui, est partout, dans tous les problèmes de la société. Alors, écoutez, Alexandre Dumas, est-ce que je peux... Excusez-moi, là, je rentre dans votre vie, mais je peux vous demander votre âge? 26 ans. 26 ans, oui, vous avez l'air tout jeune. Vous êtes quoi? Vous avez une formation d'historien? Oui, j'ai fait ma maîtrise en histoire et je fais présentement mon doctorat en histoire à l'Université McGill. Vous venez d'où? Trois-Rivières. Trois-Rivières, pourquoi vous vous êtes intéressé particulièrement à ce personnage qui est tout à fait fascinant? Justement pour essayer de... Et vous avez entendu parler de lui comment? C'est mon directeur de maîtrise qui me l'a proposé et j'ai sauté dessus justement parce que les contradictions dans son discours étaient tellement fascinantes. Alors, moi, je vous félicite. Bravo. C'est vraiment... d'abord, vous allez le faire connaître et ce n'est pas un personnage... ma foi, assez évident. Donc, Alexandre Dumas, l'abbé Pierre Gravel,
syndicaliste et ultranationaliste. Et qu'un homme qui s'appelle Pierre Gravel travaille avec l'industrie minière. Alexandre Dumas, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Vous le connaissiez, Michel, l'abbé Pierre Gravel? Vous aviez entendu parler de lui? Non, j'ai entendu le nom, mais je connaissais pas votre invité non plus. Il est C'est un plaisir d'entendre. hein? Mais habituez-vous, Franco, parce que des gens jeunes autour de vous, vous allez en voir de plus en plus. C'est ça que je me disais. Ouais. Alors, à l'émission, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, pas mal de choses là-dessus. On aura des témoignages de 3 générations d'Allemands qui réfléchissent sur les effets de ce qui s'est produit il y a 25 ans. Attendez, s'il vous plaît, Oui. Michel. Je voudrais dire merci, avant qu'il ne parte, à Alexandre Dumas pour ses 3 mousquetaires. Ouais. Prolifique, en tout cas. Prolifique, Ouais, oui, jeune très auteur. Si jeune, hein, et Ouais. si talentueux. Tout à fait.